Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme d'habitude, pour notre briefing bi-hebdomadaire. Écoutez, je passe immédiatement la parole à Arnaud qui va nous parler d'une actualité politique et géopolitique assez nourrie ces temps-ci. Merci Pavel. Actualité d'abord économique et politique intérieure, et je laisserai Igor, comme à l'accoutumée, parler de politique étrangère et de développement diplomatique. Quelles sont les nouvelles dans le domaine économique? D'abord, la Banque mondiale qui a revu hier ses prévisions de croissance pour la Russie. Elle s'attend désormais à ce que l'économie russe se contracte de 4,5% cette année et de 3,6% l'année prochaine, avec un retour à la croissance en 2024. Pour mémoire, le gouvernement russe, pour sa part, table sur un recul de 2,9 cette année et de 0,8 seulement l'année prochaine. Donc on voit des fourchettes assez larges et des évaluations assez divergentes. Autre chiffre, l'indice PMI relatif au secteur manufacturier, dont on sait qu'il tombe à la fin de chaque mois, et tout ce qui est au-dessus de 50 indique une forme d'optimisme. Eh bien, il est à 52 points, soit le niveau le plus élevé depuis mars 2019. On parle encore une fois, non pas des services, mais du secteur manufacturier. Euh, Autre nouvelle, ou en tout cas annonce intéressante sur laquelle on aura l'occasion, j'imagine, de revenir plus en détail. Le gouvernement fédéral travaille à l'élaboration d'un programme de soutien aux petites et moyennes entreprises. Et on commence à connaître le détail des mesures envisagées, par exemple le gel des loyers commerciaux et professionnels pour les entrepreneurs mobilisés, le maintien de leur statut d'entrepreneur. Enfin, on voit que le gouvernement fédéral réfléchit aux moyens de limiter le choc pour l'économie et aux moyens d'octroyer certaines garanties économiques et sociales aux employés, mais également aux entrepreneurs qui seraient concernés, qui pourraient être amenés concernés par la mobilisation partielle. Enfin, une déclaration qui est passée un peu inaperçue, mais qui me paraît assez importante. Un vice-ministre russe de l'économie, M. Nazarov, qui a annoncé l'adoption prochaine d'une loi fédérale portant création d'une zone économique spéciale qui engloberait l'ensemble des territoires récemment annexés par la Russie, c'est-à-dire les républiques de Donetsk, Lugansk et les régions de Kherson et Zaporojia. Et ces territoires se verraient accorder des avantages, notamment fiscaux, avec une exemption, par exemple, pour 10 ans du paiement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. On évoque également des exemptions pour l'impôt foncier, les taxes locales. Les charges sociales seraient, quant à elles, limitées à 7,6%. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour essayer de rendre ces territoires attractifs du point de vue de l'activité économique. Politique intérieure, société, bon, on en a beaucoup parlé hier, hein, c'est la signature par Vladimir Poutine de la loi d'annexion des 4 régions ukrainiennes déjà évoquée la semaine dernière. Donc le processus est clos d'un point de vue juridique. Du point de vue russe, donc la Fédération de Russie compte désormais 89 sujets, 89 entités. Deux sondages qui me paraissent intéressants. Le premier réalisé par un institut de sondage qui s'appelle Russian Field, qui est un institut assez nouveau, mais dont on dit le plus grand bien, en tout cas qui travaille sérieusement, de sources concordantes. Et ce sondage, qui a été réalisé fin septembre et début octobre, montre que 64% des personnes interrogées disent soutenir la mobilisation partielle, contre 31% qui s'y opposent. Et 30% des répondants estiment pouvoir être concernés par cette mobilisation. Autre sondage, lui réalisé par le FTSIOM, une structure qui est plus connue, et qui indique que 75% des personnes interrogées sont favorables à l'incorporation des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ainsi que des régions de Kherson et Zaporozhye dans la composition de la Fédération de Russie.
Euh, enfin, une dernière nouvelle plus anecdotique, mais quand même sérieuse. Une association d'anciens combattants saisit, en tout cas qui écrit au comité d'enquête, qui est une structure de force, une structure puissante, pour lui demander de procéder à des vérifications à l'encontre d'Alla Pugacheva, la chanteuse dont on a parlé ces derniers jours, qui aurait quitté le territoire de la Russie. Donc on voit que il n'y a pas de répit finalement pour les personnes qui ont été inquiétées ou qui ont pris des positions visibles, audibles contre la mobilisation partielle et contre, de façon plus générale, la politique russe en Ukraine. Voilà, Pavel, ce que je pouvais dire sur les événements de ces dernières heures. Merci, cher Arnaud, et donner la parole à Igor avant de le laisser partir en tournée en France. Regardez sur le site internet de la Chambre s'il n'est pas à côté de votre maison des jeunes de la culture, de votre salle des fêtes locale. La semaine prochaine, Igor sera en tournée en France. Merci Pavel, oui. Bonjour à tous. Alors, on va poursuivre donc sur les nouvelles en matière de diplomatie. Aujourd'hui, je vais vous parler de pétrole avec des développements autour du cartel OPEP+, et des sanctions européennes. On va parler aussi d'aide militaire américaine à l'Ukraine et des relations Russie-Kazakhstan qui sont un petit peu turbulentes ces derniers jours. Alors, le cartel OPEP+, c'est donc réuni, en tout cas des représentants se sont réunis à Vienne hier et ont décidé la plus importante coupe dans la production de pétrole depuis 2020, puisque le cartel a décidé de réduire de 2 millions de barils par jour sa production, et qui est coordonnée dans le cadre de cet accord OPEP+, qui existe depuis 2016 et auquel la Russie est associée. C'est une décision donc, qui a été jugée catastrophique par la Maison-Blanche, hein, selon CNN. Maison-Blanche qui déplore, je cite, une décision à courte vue. On sait que Joe Biden avait déployé des efforts importants pour faire du lobby auprès de ses partenaires du Golfe pour prévenir justement une diminution de la production de pétrole. Des émissaires, Pavel dirait des missionnaires, ont été déployés dans le Golfe, et non des moindres, puisqu'on a envoyé, enfin Joe Biden a envoyé Brett McGurk, donc, qui est son conseiller spécial pour le Moyen-Orient et qui siège au Conseil de sécurité nationale américain. Monsieur Amos Hochstein, j'espère que je prononce bien, qui est le conseiller américain, président américain pour les affaires énergétiques, a aussi été dispatché dans le Golfe, donc principalement en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis ces dernières semaines. Et même Madame Janet Yellen, secrétaire au Trésor, a été mise à contribution pour essayer de convaincre émiriens, saoudiens et autres pétromonarques du Golfe qu'il n'était pas bon de diminuer, même d'envisager de diminuer la production de Golfe. Ça n'a pas marché. Exactement, tu m'ôtes les mots de la bouche. Par conséquent, cela n'a pas fonctionné et cette rebuffade intervient environ un mois après la visite de M. Joe Biden dans le Golfe. Donc évidemment, le signal est assez éloquent. L'objectif de l'OPEP+, pardonnez-moi, à travers cette décision, est d'essayer de maintenir le prix du brut au-dessus du plancher de 90 dollars par baril. Alors, on poursuit sur le pétrole avec les sanctions européennes, puisque le même jour, mercredi, un accord formel a été conclu entre les pays de l'Union européenne en vue de plafonner le prix du brut russe vendu à des pays tiers. On en parlait l'autre jour, hein, dans notre précédent briefing. Manifestement, donc c'est un mécanisme qui rentre dans le cadre du 8e train de sanctions qui va être annoncé, enfin qui a été déjà annoncé, mais formellement publié dans les jours qui viennent. L'idée, alors manifestement, on ne connaît pas encore le plafond exact, mais d'après plusieurs experts, il devrait s'établir autour de 60 dollars par baril. Certains pays de l'UE ont reçu probablement des dispenses pour continuer d'importer, comme la Hongrie, et de raffiner du pétrole russe. Et d'autres pays, probablement, pour pouvoir l'exporter sans être touchés par les sanctions. Donc là, on pense on pense à Malte et à la Grèce, avec notamment leurs armateurs qui sont très influents. Ils ont probablement obtenu des dispenses au moins pour 2023, le temps qu'ils trouvent une façon de réorienter leur business. En tout cas, il y a un pays qui reste touché directement par ces sanctions, c'est la Serbie, puisque la Serbie importait du pétrole russe via la Croatie. Et a priori, on imagine mal que les Serbes vont bénéficier d'une quelconque clémence de la part de l'Union européenne, compte tenu de leur position à l'égard de la Russie, qui a été maintes fois critiquée par Bruxelles et par des ministres des Affaires étrangères européennes.
Donc la question qui reste à voir, c'est dans quelle mesure ces deux événements, alors, à la fois l'OPEP qui coupe le pétrole et l'Union européenne qui va plafonner le pétrole russe, quel va être l'impact de cette décision sur le marché dans les semaines à venir. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on imagine mal la Russie vendre son pétrole à perte. Si des clients décident de jouer le jeu des sanctions et d'acheter du pétrole russe à un prix qui ne convient pas à la Russie, étant donné qu'elle consent déjà des rabais assez importants sur le baril, la Russie risque tout simplement de fermer le robinet. Et donc, ce qui risquerait de créer des tensions assez importantes sur le marché mondial du pétrole. Les États-Unis, donc, je crois que je le disais l'autre jour, ont décidé de livrer un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine. Alors, dans le cadre de ce nouveau paquet d'un montant de 625 millions de dollars, ils ont néanmoins refusé de livrer à Kiev des roquettes longue portée pour les fameux systèmes HIMARS dont dispose l'armée ukrainienne. En revanche, il y aura bien de nouveaux systèmes HIMARS eux-mêmes, mais avec des roquettes moyenne portée, de l'artillerie longue portée, des munitions, etc. Il s'agit du 22e paquet d'aide militaire élaboré par les États-Unis depuis le mois d'août 2021 et qui est donc pris dans le cadre de ce que les Américains appellent le Presidential Drawdown Authority, qui permet donc au président américain de puiser dans les stocks de l'armée américaine directement pour envoyer à un partenaire, en l'occurrence l'Ukraine, ce qui permet de raccourcir le délai de livraison, qui serait donc de quelques semaines à quelques mois tout au plus. À ce jour, les États-Unis ont consenti une aide militaire à l'Ukraine de 17,5 milliards de dollars. Et je vais terminer sur Russie-Kazakhstan, puisqu'il y a de l'eau dans le gaz entre les deux voisins. Moscou continue d'exiger l'expulsion de l'ambassadeur d'Ukraine au Kazakhstan, M. Petro Vrubliovski, qui s'est distingué au mois d'août dernier par des propos qui ont déclenché la fureur de Moscou, puisque dans une interview donnée à un blogueur local, il expliquait que l'objectif de l'Ukraine était de tuer le plus de soldats russes, hein, je cite l'ambassadeur d'Ukraine, ce qui lui a valu donc de quitter préventivement, j'allais dire, le Kazakhstan pendant quelques temps, mais il est revenu il n'y a pas longtemps à Astana. Et ce qui a provoqué évidemment la colère de Moscou, qui a exigé des Kazakhstanais qu'ils l'expulsent. L'ambassadeur de Russie a été convoqué hier par le ministère kazakhstanais des Affaires étrangères, tandis que le Kazakhstan a tenu à rappeler à son voisin, je cite, que le ton employé était inapproprié entre deux partenaires stratégiques égaux. Fin de citation. Merci. Alors, quelques questions qui portent sur des événements dont nous n'avons pas de preuves formelles. Alors, par exemple, à quoi correspondent ces lumières vertes que nous avons vues avant-hier partant du sol vers le ciel? Alors, Igor, ici présent, expliquait que le réchauffement climatique allait peut-être amener des aurores boréales à Moscou. Arnaud a une autre théorie. Non, je n'ai pas de théorie, j'ai simplement, comme tout le monde, vu passer des théories, certaines très originales, d'autres peut-être plus crédibles, quoique. En tout cas, ces lumières vertes, tu as vu à Moscou, également à Donetsk, à Belgorod, c'est-à-dire pratiquement sur la ligne de front. Certains pensaient qu'il pouvait s'agir d'armes laser anti-satellites. Bon, je crois que si ça avait été le cas, si la Russie avait utilisé ces systèmes au cours des derniers jours, on le saurait. Donc, je n'ai pas de, de version d'hypothèse scientifiquement crédible, je dois l'admettre. Autre question sur laquelle il est difficile d'avoir une réponse, à laquelle il est difficile d'avoir une réponse objective, parce qu'on n'a pas encore de faits avérés. On a des vidéos qui circulent effectivement. La question concerne des sanctions prévues éventuellement contre l'Azerbaïdjan après le massacre des prisonniers arméniens. La Russie va-t-elle intervenir? Donc, pour l'instant, pas de fait établi. Non, je crois pas. Enfin, personnellement, j'ai pas vu passer ces vidéos. De toute façon, j'aurais pas eu le cœur spécialement de les voir. Mais vu le contexte géopolitique et le fait que l'Europe, maintenant, dans sa logique de se sevrer du gaz russe et d'essayer de diversifier ses importations, importe encore plus de gaz d'Azerbaïdjan, je les imagine mal prendre des sanctions contre M. Aliyev, d'une part, et d'autre part, en ce moment à Prague se tient une réunion, enfin un sommet de lieu auquel sont invités des partenaires de l'Union européenne, notamment M. Erdogan, M. Pachinian et M. Aliyev. Et cet après-midi, on a vu dans les coursives se parler directement Aliyev et Pachinian avec Erdogan qui était pas loin à côté pour un petit peu en parrain de ces discussions. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer dans la géopolitique régionale et j'imagine mal lieu mettre des sanctions et le cas échéant entraver une dynamique qui semble quand même s'enclencher dans le Caucase du Sud.
Alors, encore une question sur l'Asie centrale. La semaine prochaine, le président Poutine se rendra au Kazakhstan. Est-ce une impression où les présidents russes et kazakhs se rencontrent très fréquemment? Peut-on y voir une inquiétude par rapport à la position du Kazakhstan qui évolue rapidement? Je peux vous rappeler aussi que demain, à l'occasion de 70 ans du président Poutine, je crois qu'il y aura une réunion informelle à Saint-Pétersbourg avec les présidents des républiques d'Asie centrale, dont le président kazakh. Donc effectivement, ils se rencontrent fort fréquemment. Oui, c'était déjà vu le 19 août à Sotchi. Après le forum de Saint-Pétersbourg, où on s'en souvient, il y avait eu un échange doux amer entre une journaliste d'origine arménienne d'ailleurs, bien connue, et le président Tokayev. Donc oui, il y a... alors ce n'est pas nouveau, hein, que les chefs d'État russes et kazakhstanais se parlent, se voient très fréquemment. C'était aussi le cas à l'époque de Nazarbayev, mais il est vrai que les choses sont accélérées, notamment depuis début janvier, l'intervention militaire russe, à la demande des autorités locales. Et depuis, il y a eu, on peut le dire, une forme de déception à Moscou. Certains procès en déloyauté, non pas de la part du président russe, mais de certains représentants des médias ou du monde politique. Certains à Moscou estimant que dans le contexte actuel, qui est un contexte dur pour la Russie, eh bien, le Kazakhstan se comporte de façon peut-être un peu distante et que le Kazakhstan a peut-être la mémoire courte, encore une fois, s'agissant des événements de début janvier. Je rappelle que les troupes russes étaient intervenues à la demande du président Tokayev et ont joué un rôle dans le maintien de l'ordre et peut-être la stabilité du pays et de l'élite dirigeante. Alors, deux questions d'actualité également sur le 8e paquet de sanctions, dont euh, l'adoption a été confirmée, mais dont nous n'avons pas encore le détail, qui devrait donc paraître dans les jours qui viennent. Donc, première question, sur quoi portent essentiellement ces sanctions? Et deuxième question, avez-vous des informations sur les nouveaux types d'équipements qui devraient être sanctionnés bientôt et que nous ne pourrons plus exporter? Alors effectivement, si vous allez sur le site de l'Union européenne, vous verrez une déclaration pour l'instant, mais la publication au journal officiel n'est pas encore, n'est pas encore en ligne. Il faudra, à mon avis, attendre au moins déjà le sommet informel de demain. Je pense que tout va être, le 8e paquet va être finalisé et probable publication du texte ce week-end ou tout au plus début de semaine prochaine. Mais de ce qu'on en sait, il y a des sanctions, outre le mécanisme que j'ai donc évoqué sur le plafonnement du pétrole russe, qui est le cœur probablement de ce 8e paquet de sanctions. On sait qu'il va y avoir des sanctions qui vont porter sur l'exportation de matériel, notamment tout ce qui est composants et semi-conducteurs à utilisation duale vers la Russie. Alors, je crois que les Américains avaient déjà posé des sanctions, mais ce n'était pas le cas de l'Union européenne. Également, alors principalement tout ce qui concerne les composants nécessaires pour le domaine de l'aéronautique. D'autre part, tout ce qui est services de consulting, services IT, etc., qui peuvent être donc mis en œuvre par des sociétés européennes pour des sociétés russes sous sanctions. Ça aussi, ça devrait être donc inclus dans le 8e train. Et également, il serait prévu de sanctionner tout ressortissant de l'Union européenne qui occuperait des fonctions managériales dans une entreprise publique ou privée russe sous sanction. Voilà, c'est le genre de choses qu'il faut s'attendre à lire dans le texte qui vient. En revanche, je n'ai pas d'informations sur des noms d'entités, enfin de sanctions ou de personnalités d'ailleurs précises qui seraient citées dans ce futur paquet de sanctions, des banques ou des, je ne sais pas. Ça, il faudra attendre de lire le texte pour voir, mais a priori, on n'a pas spécialement entendu parler de ce type de mesures, tout comme on n'a pas entendu parler de mise sous sanction de la bourse de Moscou. Ça a été évoqué pendant un moment, de sanctionner la bourse de Moscou et des choses comme ça. Pour l'instant, on n'a rien vu de tel depuis les 24-48 dernières heures. Et si je puis me permettre d'ajouter le secteur des diamants qui était initialement inclus dans le projet de la Commission, qui visait donc la compagnie publique Alrosa à la demande de la Belgique et notamment d'Anvers, a été retiré. Donc la mesure phare, c'est l'instauration du plafonnement des prix du pétrole avec toutes les limites et réserves qu'a exprimé Igor, c'est-à-dire que beaucoup de personnes doutent de la faisibilité de cette mesure. Voilà, et encore une question sur ce nouveau train de sanctions. Auriez-vous des détails sur les services que les citoyens européens n'auront plus le droit de fournir aux entreprises
public russe. Consulting, c'est vaste. Et là, c'est bien le principe des sanctions. Plus c'est vaste, plus c'est flou, plus c'est subjectif, plus c'est sujet à l'interprétation, et plus c'est efficace. En tout cas, les sanctions américaines ont toujours fonctionné sur ce principe-là. Donc, on pourra vous en dire un peu plus, j'imagine, au premier briefing de la semaine prochaine, une fois que les détails, si tant est qu'il y ait des détails, aient été publiés. Alors, des nouvelles sur le sabotage de Nord Stream est-il réparable? Oui, ça c'est une question intéressante. A priori, oui, c'est ce que la partie russe a annoncé. Visiblement, il y aurait une ligne qui serait encore exploitable, du Nord Stream 2, je crois. Mais bon, c'est le Nord Stream 2. On sait que les Allemands avaient fait une croix dessus en expliquant que c'était non seulement politiquement pas faisable de l'activer. Maintenant que Nord Stream 1 est hors d'usage, ou en tout cas hors d'usage pour un moment, parce que si les réparations étaient envisageables, ce qui a priori n'est pas à écarter, hein, mais ce qui se prendrait beaucoup de temps, premièrement, et deuxièmement, nécessiterait l'intervention de sociétés a priori européennes. Qui est-ce qu'elles se risqueraient à intervenir sur ce type de tuyau, compte tenu du fait il est l'objet du périmètre de sanction. Donc ça demanderait encore des batailles juridiques pour obtenir un bouclier à l'égard de ces sanctions. Ce serait donc du lobbying. Enfin, ça va être très très long. Or, on sait que l'hiver approche, que voilà, la problématique de l'hiver se précise. Donc apparemment, il y a bien encore un tronçon qui serait exploitable, enfin une ligne exploitable, mais je pense que c'est un obstacle éminemment politique. L'issue du conflit est encore si lointaine et on parle déjà de réparation. Oui, et certains pays européens exigent des réparations des décennies plus tard, hein, on le sait. Nos amis polonais, pour ne pas les citer, ont exigé, je crois, 1300 milliards de l'Allemagne. Les Grecs aussi. Oui, puisqu'on parle de réparation et donc de mécanique et de Mario Bros, un avis sur la proposition d'Elon Musk? Alors, il faut rappeler de quoi on parle, hein. Elon Musk a proposé, ou enfin, esquissé un plan de paix. En tout cas, il a appelé à une issue diplomatique. Il a fait quelques déclarations rappelant que l'Ukraine, historiquement, était divisée. Il a même, je crois, aujourd'hui posté une carte électorale de 2012, mettant en évidence la fracture de cette époque-là entre partie des régions et les autres, ce qui lui a valu une volée de bois vert à Kiev. Quand je dis volée de bois vert, c'est poli. Certaines réponses sont parfois moins, y compris celles émanant de personnes censées être courtoises, des diplomates en poste. Alors c'est un pavé dans la mare, et c'est perçu comme tel, d'autant plus qu'en ce moment, et depuis un certain temps déjà, on ne parle plus de diplomatie. Je rappelle qu'il y a 3 jours, Zelensky a même signé un décret interdisant à l'Ukraine, donc s'auto-interdisant finalement, de négocier avec la Russie, donc Vladimir Poutine est au pouvoir. Donc que M. Musk, qui a mis à disposition la constellation Starlink à l'Ukraine dès le début du conflit, et c'était important, eh bien, prenne cette position, ça a beaucoup choqué à Kiev. À l'inverse, ça a plutôt plu à Moscou. Donc, on en est là. Mais effectivement, c'est un peu à contretemps. En tout cas, c'est peut-être en tout cas, cette démarche diplomatique, plutôt cette idée de remettre la diplomatie paraît à contretemps, mais c'est peut-être finalement une anticipation. Un auditeur dont je ne révélerai pas le nom, mais dont le pseudonyme évoque fortement un dictateur d'Afrique noire des dernières décennies, nous pose une question pas tout à fait africaine, quoique. La Russie peut-elle pirater les grandes entreprises françaises de l'énergie et disrupter les compteurs Linky cet hiver? On reste dans la technologie. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que avant ce conflit et depuis que ce conflit a éclaté, on s'attendait à ce que le cyberespace soit largement mobilisé et qu'on voit des choses arriver qui seraient le fruit de piratage massif qu'on attribuerait à la Russie sur tel type de système. Ça pourrait être infrastructure critique, ça pourrait être d'autres choses. Finalement, on n'a pas vraiment eu, ou alors c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas, qui sont imperceptibles et que on apprendra l'existence dans quelques mois ou quelques années plus tard, mais il semblerait que le cyberespace finalement soit plutôt en dehors du jeu pour l'instant. Alors on parle bien comme je crois en France actuellement, de piratage de systèmes informatiques dans les hôpitaux par exemple, qui serait le fruit de groupes de hackers russes.
Ça reste quand même des choses assez évidemment importantes, mais pour en venir au compteur Linky, à vrai dire, je serais bien en mal de vous le dire, s'ils ont la capacité ou pas d'aller jusqu'à ce niveau-là de compteur. L'objectif serait quoi? De faire exploser à note encore plus du gaz pour les foyers en France? Je sais pas, je crois que la note va déjà suffisamment saler, donc est-ce que l'objectif c'est ça? Je ne sais pas, à vrai dire. On a rarement l'occasion de le dire, mais je tenais à le souligner ce soir que nous avons des auditeurs non seulement polis, ouverts d'esprit, mais également très bien informés. Une question tout à fait pertinente. Le gouverneur de la région d'Omsk, Alexandre Bourkov, a déclaré que la région n'avait pas d'argent pour payer les citoyens mobilisés. À cet égard, Bourkov a proposé de transférer la charge sur les entreprises, recommandant fortement qu'elles versent aux mobilisés un montant équivalent à un salaire mensuel. Avez-vous aussi cette information? Est-ce qu'il serait possible que d'autres régions fassent une pareille demande? Et notre auditeur nous rappelle que la région d'Omsk aurait un déficit budgétaire de 13 milliards de roubles. Arnaud. Alors, je n'ai pas d'informations spécifiques relatives à la région d'Omsk, mais on comprend bien qu'il y a une question budgétaire qui se pose. Une question budgétaire, une question logistique aussi. On l'a vu, en principe, c'est la puissance publique, le ministère de la Défense qui devrait payer, je pense en tout cas, qui devrait payer les soldes, y compris des mobilisés. Alors, ce qu'on voit ces derniers jours, effectivement, c'est des régions qui sont sollicitées ou qui, d'elles-mêmes, décident d'être plus actives s'agissant de l'équipement des personnes mobilisées issues de leur territoire. Finalement, les régions, certaines d'entre elles, en tout cas celles qui ont les moyens, et on en revient à la question des inégalités territoriales, financent des gilets pare-balles, financent des duvets, financent tout ce qui devrait aller de soi, mais qui ne va pas de soi. Tout ça aura un coût. Est-ce que ce sera au détriment d'autres dépenses des régions? Moi, je pense que le scénario le plus probable, c'est que le centre laisse faire, voire même encourage ces initiatives locales et que les gouverneurs demandent, d'ici quelques semaines, au pouvoir central de compenser, enfin, envoie la note à Moscou. Je pense que c'est ça le plus probable. Alors, une question sur l'état des relations germano-américaines dans le contexte de l'affaire Nord Stream. Igor. Pour l'instant, on n'a pas entendu vraiment de déclaration. En tout cas, moi, j'en ai pas vu passer de déclaration officielle sur qui viendrait attester de mauvaise de dégradation, de tension dans les relations entre les deux. Je pense que pour l'instant, les Allemands accusent encore le choc. Ils sont en train de chercher des solutions pour voir comment passer l'hiver dans des conditions correctes d'approvisionnement en gaz de leur industrie qui est colossale. Je pense que les schémas qui avaient été imaginés pour déjà compenser le déficit de gaz russe avant l'explosion de Nord Stream 1 doivent être revus en profondeur, même si évidemment il passait plus grand-chose comme gaz, mine de rien, il passait encore certaines choses. Que les stocks, on entend dire qu'ils ont été remplis à temps et que par conséquent, il n'y a pas vraiment de problème, etc. En réalité, les gens savent très bien que dès la moitié de l'hiver, fin de l'hiver, ça va devenir problématique et que va se poser la question de la prochaine saison et de comment on re-remplit les stocks. Et que par conséquent, dans ce contexte-là, les Américains, en toute hypothèse, apparaissent plutôt comme une solution plus qu'autre chose, puisque l'idée, ça va être de leur acheter à eux et puis à d'autres du gaz naturel liquéfié. On parlait tout à l'heure des pays du Golfe, évidemment que le Qatar va être mis à contribution, évidemment que j'ai parlé des Américains, peut-être qu'on ira voir d'autres fournisseurs qui sont plus prêts en demandant de faire un geste, tant qu'ils puissent le faire. Je pense aux Algériens, aux Norvégiens, mais je doute qu'ils aient des marges de manœuvre très très grandes. Ce qui est certain, c'est que les pays asiatiques, voyant ça arriver, vont demander à leurs fournisseurs du Golfe de sécuriser les approvisionnements à long terme et vont mettre l'argent pour s'assurer ces stocks. Et que par conséquent, les pétromonarques du Golfe, ils ont des clients fidèles depuis de longues années qui sont en Asie et ils vont, à mon avis, leur donner la priorité plutôt qu'aux Européens. Donc ça va poser un vrai souci. Donc, en tout cas, à ce stade, moi, c'est mon analyse. Je ne vois pas pour l'instant de tension apparaître entre les deux à ce stade-là. Juste peut-être une déclaration du vice-chancelier en charge de l'économie, Abeck,
qui a dit hier, qui se plaignait hier de ce qu'il percevait comme des abus américains sur les prix du gaz. Donc c'est le premier reproche officiel que j'ai entendu émanant d'un haut responsable allemand à propos de la politique tarifaire américaine, alors même donc il est issu des Verts et on connaît le tropisme américain et atlantiste des Verts. Donc qu'ils le disent, c'est significatif. On va voir la réaction de Saint-Étienne. D'après les médias, la Russie recule sur le terrain. Quand vont arriver les mobilisés en renfort, Arnaud? Commence à arriver apparemment. En tout cas, certaines chaînes Telegram russes montrent l'arrivée d'éléments à Lugansk, à Melitopol aussi. Encore une fois, on a pris pour habitude, et c'est une bonne habitude, de ne pas entrer dans les détails des questions militaires. Donc oui, premières arrivées, mais déploiement significatif sans doute d'ici un mois et effet possible sur le terrain, un mois et demi, 2 mois. Donc d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses défavorables à la Russie. Bon, on en arrive aux dernières questions de notre session d'aujourd'hui. Alors, question géopolitique, vaste question. Le monde nous parle de 44 pays, dont l'UE voulant un ordre mondial sans la Russie. Que pouvons-nous penser sur l'approfondissement de l'isolement de la Russie? Voilà, jusqu'où cet isolement peut-il aller? Fourth Third mondial en parle, de Third mondial l'UE parle. Est-ce que c'est un ordre mondial dominé par les Américains et les Chinois, ce qu'on appelle la nouvelle bipolarité, et quel serait le rôle de l'UE dedans? A priori, on imagine un alignement derrière les Américains pour peser face à la Chine. Mais est-ce que c'est un monde multipolaire? Dans ce cas-là, imaginer que la Russie soit pas un pôle d'influence paraît vraiment illusoire. Et comment est-ce que à 44 pays sur, on va dire, les 196, on peut imaginer un pays isolé, un pays comme la Russie, même numériquement? Il faut regarder les derniers votes. Une fois de plus, je vous invite à regarder les derniers votes à l'ONU, hein, aussi bien ceux du printemps, même le dernier vote qui s'est intervenu, on en parlait la semaine dernière, cette semaine, pardon, sur la condamnation, donc la résolution soumise par les Américains pour condamner l'annexion des régions en Ukraine. Regardez qui s'est abstenu, la Chine, l'Inde, c'est pas rien. Et le Gabon. Et le Gabon, important. Et le Brésil. Donc, mis bout à bout, enfin, ces gens-là représentent, c'est quoi, la moitié de l'humanité ou un peu plus numériquement? Alors, on sait bien que c'est un pays, une voix, mais je pense que c'est probablement des choses qui sont souhaitées par un certain nombre de gouvernements en Europe, un ordre mondial dans lequel la Russie finalement est aux ordres, où elle s'aligne, elle ne décide pas. Mais je rappelle que c'est quand même une puissance, jusqu'à preuve du contraire, qui dispose d'un veto au Conseil de sécurité de l'ONU, qui a le deuxième plus grand arsenal nucléaire dans le monde, enfin, à égalité avec celui des États-Unis, qui dispose de ressources naturelles, on en a parlé tout à l'heure, qui sont susceptibles d'utiliser. Enfin, il y a quand même des atouts qu'on le veuille ou non, sont là et resteront là, quelle que soit l'issue du conflit, a priori, en Ukraine. Donc, c'est probablement une fois de plus souhaité, mais là, à se dire c'est réaliste, il y a un pont que je ne franchirai pas. En tout cas, ça renvoie à une idée assez récurrente en Europe. Imaginez, alors c'est l'idée du cordon sanitaire, c'est l'idée d'un monde sans Russie. Je renvoie à un article de 1999, Thomas Graham. À la même époque, Brzezinski parlait de l'Eurasie comme d'un trou noir. Donc je dirais que c'est un rêve récurrent de nombreux Européens, d'Américains aussi, d'évincer la Russie de l'ordre international, de construire quelque chose sans elle en Europe à minima. Et ça renvoie, encore une fois, j'ai parlé du cordon sanitaire de 1920, mais en fait, ça existe depuis le 15e, 16e siècle. Si on regarde l'histoire longue des relations entre l'Europe occidentale et la Russie, c'est assez fréquent. Et, les Européens de l'Ouest ont d'abord voulu ignorer la Russie, ensuite la contenir. Et on a retrouvé ça lors de la guerre froide. Et de ce point de vue, il faut dire que les Français sont les rares, peut-être même les seuls, à intervalles réguliers, à essayer d'imaginer quelque chose avec la Russie. Et la vérité oblige à dire qu'on échoue tout aussi régulièrement. Faisons, Arnaud, un rêve alternatif, celui d'un pôle amical, une sorte de pôle pote. Voilà. Dernière question. Comment se portent les entreprises occidentales
qui sont passés sous pavillon russe cette année. McDonald's, l'usine Renault, effectivement Avtovaz, l'Occitane, Sephora, etc. Ont-elles des difficultés d'approvisionnement? Les clients sont-ils présents? N'y a-t-il pas de boycott des consommateurs russes envers ces enseignes? Non, pas de boycott. De toute façon, le contexte économique n'est pas véritablement un boycott à partir du moment où on n'est pas du tout encore, enfin, on n'est pas en disette, mais certaines références commencent à disparaître des étalages. Les importations parallèles sont loin de recouvrir tous les trous dans la raquette. Donc non, moi je peux juger sur les files d'attente dans le McDonald's qui désormais s'appelle Vkusne Tochka du quartier, qui n'ont pas, je crois, diminué par rapport à l'époque où l'enseigne était, quelle était l'enseigne, la couleur de l'enseigne de McDo? Elle était verte, non? Verte et jaune. Maintenant, elle est rouge. Donc non, non, pas de boycott. Et aujourd'hui, enfin, on n'en est pas là. On n'en est pas. Je crois pas qu'il y ait quelque enseigne que ce soit qui a été boycottée, qui ait fait l'objet de ce type de ni vis-à-vis des biens, ni vis-à-vis des personnes. Hein. Il n'y a pas du tout de réaction, d'hostilité à des Européens. On peut parler parfaitement anglais dans la rue, dans le métro. Il n'y a pas de problème particulier, même français. Donc non, sur ce point, tout au moins, pas de raison d'être pessimiste. Comment le monde peut-il se passer de la Russie? Bonne question. Gilles est malade, qu'en est-il du président Kidé? Gilles et le président Kidé ne sont ni malades, ni à Moscou, ils sont l'un et l'autre actuellement hors de Russie. Voilà, mais ils nous reviendront l'un et l'autre le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans quelques jours. Petit pronostic pour le Nobel demain, ça c'est Cyril Hanouna nous dit mon voisin. Je ne sais pas à combien on peut prendre les paris, effectivement, mais je pense que parier sur Zelensky vous rapporterait peu d'argent. Dans ce contexte-là, tout au moins. Chers amis, encore une fois, merci pour votre fidélité. Nous nous retrouvons selon le calendrier habituel la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi et jeudi, 16h30 heure de Paris, 17h30 heure de Moscou. D'ici là, il y a le jubilé qui vont les 70 ans du président Poutine que à la Chambre, à titre collectif, nous ne fêterons pas. Voilà. Ce n'est pas inscrit à notre calendrier, ni à notre carnet de balles. Et nous vous souhaitons donc une excellente fin de semaine, un très bon week-end. Tenez bon, la CCI France-Russie reste à vos côtés. Au revoir.